Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Double casquette ou Two Hats en anglais. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec un invité très particulier, Antoine. Antoine, je vais te laisser te présenter. D'abord, il faut savoir que Antoine et moi, on a été comme on dit, co-stagiaires dans un cabinet d'avocats il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans, Ouais, 2-3 ans. 2-3 ans. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et donc, aujourd'hui, on partage plein de choses. Et donc, voilà, je te laisse te présenter en quelques mots, Antoine. Ouais, salut Sarah. Bah, écoute, merci beaucoup déjà de m'inviter ici. Je suis un peu intimidé. Faut pas, Euh, faut pas. mais toujours face à toi. Non, je suis avocat au barreau de Paris en droit pénal et contentieux des affaires. Un jeune avocat parce que j'ai prêté serment il y a 1 an. Et voilà, je suis un avocat passionné par son métier et je crois qu'on pourra en parler plus en détail. Magnifique, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler de plein de sujets différents et je vais garder la structure du podcast telle que je l'ai préparé pour les podcasts précédents aussi. Donc on va commencer à ma manière par un échauffement, warm-up, hein. Après on fera une série principale, on ira jusqu'à l'échec, ce que tu connais aussi, parce qu'il se trouve qu'on fait du sport aussi ensemble avec Antoine. Que Sarah est ma coach. Voilà, Ça, il faut que le public le sache. accessoirement, voilà. Et une excellente coach. Merci Antoine. Et on fera un petit finisher. Ok. Voilà, donc commençons tout d'abord par l'échauffement, si tu le veux bien. On va parler de ton parcours et de tes débuts. D'abord, je vais te poser une question c'est assez classique, mais c'est toujours intéressant d'avoir ta réponse. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, ça y est, je veux être avocat? Je pense qu'il n'y avait pas de moment en particulier. Je pense que ça s'est fait assez progressivement. Pour être tout à fait honnête, moi, quand j'avais 17-18 ans, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je suis rentré à la fac de droit à Nantes sans grande conviction, juste parce que j'aimais la littérature et la rigueur du raisonnement juridique. Donc je m'étais dit, pourquoi pas faire la fac de droit. En parallèle de la licence en droit, je travaillais à l'Assemblée nationale en tant qu'assistant parlementaire. Et à cette époque-là, j'avais aucune envie d'être. Enfin, je n'avais pas vraiment l'envie d'être avocat. Et c'est vraiment avec des rencontres, avec de grands avocats pénalistes, en lisant aussi des livres d'avocats, que je me suis dit pourquoi pas devenir avocat. Et donc, je me suis orienté dans cette voie. Et j'ai prêté serment il y a 1 an. Et depuis 1 an, j'ai pu plaider, je pense, une trentaine de fois, seul ou avec des confrères. J'ai pu assister ou défendre un ancien ministre, des chefs d'entreprise géniaux, des grandes entreprises, des espions, même un individu qui avait arraché un doigt avec ses dents d'une autre personne. Bon, bref, il y a des histoires Waouh. assez rocambolesques, mais c'est génial. Je pense que c'est un métier passion. Et je comprends. Les avocats aiment bien citer la phrase de Voltaire qui aurait dit j'aurais voulu être avocat, c'est le plus bel état du monde. Et je pense que Voltaire avait raison. Enfin, je pense que c'est un de ces métiers qui est vraiment passionnant. Et ce qui est enfin, ce que je trouve très chouette, c'est que moi, je suis un jeune avocat. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre du métier, des confrères plus expérimentés, des juges, des clients. Donc tout reste à construire et c'est ça qui est assez intéressant. Bien sûr, très beau discours, très beau message. Déjà, on perçoit l'éloquence propre à un avocat, hein, je te le dis. Franchement, voilà, ça fait rêver. J'ai l'impression que tu es en plaidoirie ici. Tu t'exprimes tellement naturellement bien, ça, c'est beau. Je voulais juste te demander, est-ce qu'avec ton expérience à l'Assemblée, tu as pu hésiter entre le domaine politique et le domaine de l'avocat, enfin, le métier d'avocat? Bah, pour être honnête, quand j'étais à l'Assemblée nationale, quand j'étais assistant parlementaire, donc j'étais une petite main, j'écrivais les discours d'une députée, j'écrivais les amendements, les propositions de loi avec elle. Et c'est vrai que je m'étais dit: «Pourquoi pas travailler en politique ou pourquoi pas travailler dans les institutions publiques en tant que haut fonctionnaire?» Et je m'étais posé la question, de passer l'ENA. Enfin, Ouais, maintenant ça s'appelle l'INSP. oui. Mais je me suis dit que je risquais d'être un peu freiné et que tu pas la liberté que tu peux avoir dans d'autres métiers. Et c'est Ok. vrai que le métier d'avocat, tu as quand même une certaine forme de liberté que je trouve assez intéressante. Ouais, ok. Alors justement, dans ce métier que tu pratiques donc depuis 1 an, qu'est-ce qui t'a le plus surpris entre l'image qu'on peut se faire en général du métier d'avocat, ce à quoi ça correspond, ce à quoi ça ressemble, et la réalité du métier que tu vis maintenant concrètement, voilà, depuis quelques mois? En réalité, j'étais pas surpris, il y avait pas de décalage entre ce que je pensais du métier et de ce que je vis du métier. Mais il faut bien savoir que pour les auditeurs qui nous écoutent, il y a 1000 façons d'exercer le métier d'avocat, Mmh. parce qu'en réalité maintenant les avocats sont ultra spécialisés. Oui, Donc il y en a qui font du droit immobilier, du droit des affaires, du droit pénal comme je fais, oui. ou du droit des affaires, plutôt du conseil en corporate, M&A, notamment pour les fusions-acquisitions. Donc déjà il y a des spécialités qui sont différentes. Et il y a aussi des différentes manières d'exercer, parce que tu peux travailler dans des gros cabinets américains. Mmh. Là où on s'est rencontrés, c'était un gros cabinet Oui. américain,
dans un palais du 18e siècle qui appartenait à Talleyrand avant. Exactement. Et donc c'est vrai, c'est une structure assez unique, enfin, le fait de travailler dans des cabinets américains, ou au contraire, tu peux travailler dans des petits cabinets, où tu peux travailler à ton compte. Donc il y a 1000 manières d'exercer le métier d'avocat. Bien sûr, bien sûr. Donc ça correspondait finalement à ce à quoi tu t'attendais. Oui, exactement, ouais. Et est-ce que quand tu étais encore stagiaire ou étudiant en droit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise sur, ce qui t'attendait dans le métier, quelque chose que tu as découvert justement, qui n'est pas en décalage justement avec la vision que tu te faisais du métier, mais que tu aurais bien aimé savoir avant? Non, pas vraiment, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des grands avocats. Mmh. On en parlera peut-être après. Et je me souviens d'Hervé Temim, qui était un grand pénaliste, qui malheureusement est décédé, et qui m'avait dit c'est vraiment un métier formidable, avec beaucoup de noblesse. Allez-y, foncez, croyez en vous, et vous verrez que la réalité est encore plus belle que ce que vous pouvez imaginer. Et je trouvais que c'était un très beau message. J'y repense encore parfois aujourd'hui, et je pense que vraiment, les maîtres de stage devraient dire ça à à leurs étudiants, ou à leurs stagiaires. C'est magnifique, c'est une très belle phrase. Pour le coup, c'est une vraie parole d'avocat, une vraie belle parole et je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai l'impression qu'en droit ou enfin dans les cabinets, dans les stages et même, à la fac, on nous parle beaucoup des enjeux, des défis du métier, des difficultés, des voilà, mais on nous dit moins à quel point c'est un beau métier et à quel point c'est voilà la grandeur, l'honneur, tout enfin les tout ce que ça porte en fait comme symbolique. Donc oui, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai qu'on devrait se recentrer sur, la beauté du métier en elle-même. Non, mais c'est vrai que c'est un très beau métier. Évidemment, parfois, il y a parfois, tu en as marre parce qu'il y a des clients qui sont peut-être un peu exigeants, ou parfois, tu as des coups de mou, évidemment. Ça arrive à Mais tous. au bout du compte, quand tu repenses, à des décisions judiciaires que tu as pu obtenir, des clients que tu as pu aider, je pense que tu as un sentiment de satisfaction. C'est quoi ta plus grande fierté depuis que tu as commencé le métier? Justement, ta grande satisfaction, quelque chose que tu as J'ai accompli? pas de enfin, encore une fois, tout reste à construire. Je suis Bien un sûr, jeune bien sûr. avocat. Non, mais je pense qu'on a pu obtenir des très bons résultats avec l'aide de confrères. On a pu obtenir, par exemple, la sortie de détention provisoire, de clients, qui étaient en détention provisoire. On les a fait sortir de détention. Je me souviens d'un client, par exemple, que j'ai fait sortir de détention provisoire avec l'aide d'un confrère, le 31 décembre 2024. Et donc je plaidais devant la chambre de l'instruction de Versailles, qui est une chambre assez, réputée pour être très refuser les demandes de sortie de détention provisoire. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a réussi à le faire sortir de détention provisoire un 31 décembre. C'est Donc marquant. c'était un peu un cadeau de fin d'année, et c'était, non, c'était une belle décision. Waouh, ouais, le genre de décision et d'affaire qui vous marque, hein, Ouais. fin d'année, tribunal, qui n'est pas, dans son habitude, de voilà, enfin, c'est incroyable, belle histoire. Et je me souviens aussi que, l'avocat avec qui je travaillais dans ce dossier m'avait dit: «Bon, vas-y, mais de toute façon, tu as 99 de chances d'échec devant la chambre de l'instruction de Versailles». OK, tu étais déjà prévenu que voilà, Oui. 99 d'échecs. Non, mais c'était le coup de chance, le coup de chance du débutant, on va dire. Bah, c'est peut-être aussi un travail de qualité et des arguments, qui ont emporté la conviction, tout simplement. Enfin, il faut aussi dire ce qui est. Donc bah, bravo. Pour finir cet échauffement, juste une question, mais pour savoir un peu quel était ton état d'esprit le jour de ta prestation de serment? Bah, tu passes un bon moment, tu es assez, impatient, tu es assez heureux, parce que tu vas, prêter serment devant la cour d'appel de Paris. Donc, tu vas sur l'île de la Cité, dans le palais de justice, qui est un lieu, magnifique, chargé d'histoire. C'est un palais qui a été construit, sur les ruines du palais des rois de France, des Oui. Capétiens. Et donc, c'est la première fois que tu mets ta robe, il y a toute ta famille qui est là, il y avait ma copine, ma maman, il y avait aussi les avocats avec qui je travaillais au quotidien qui étaient là. Donc la symbolique était forte, c'était assez sympa, c'était assez un bon moment. Bon, en réalité, c'est un truc, c'est un peu à la chaîne, hein. On était 40, 50 jeunes avocats, on a tous prêté serment, à la chaîne. On est passé devant la présidente, de la chambre, on a dit: «Je jure». Il y avait le discours d'un ancien bâtonnier, mais je pense qu'il le recyclait un peu, à toutes les séances de prestation de serment. Il y avait aussi l'avocate générale qui a fait, un discours des réquisitions. Mais bon, je pense qu'elle le faisait un peu à la chaîne, mais bon, on sentait que tout le monde était content d'être là, et c'était quand même un bon moment. Et je pense que il y avait beaucoup de symbolique, et c'est le genre de truc, dont tu penses encore quand tu as, après 20 ans ou 30 ans de barreau. Oui, bien sûr, tu t'en rappelles. C'est un passage marquant, quand même. Donc après toutes ces études et tout ce parcours et toutes ces étapes et le concours et la réussite et là, c'est vraiment voilà, c'est la porte d'entrée du métier. C'est comme si on t'ouvrait la porte et toi, tu entrais, et c'est bon, tu es dedans. Ah oui, non, non, c'est pas, et tu te dis que c'est pas l'aboutissement, c'est le commencement. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est assez chouette. Ouais, effectivement.
OK, donc voilà pour notre petit échauffement. Entrons dans la série principale. J'aimerais savoir, enfin, j'aimerais que tu nous parles un peu de comment se passe la préparation d'une plaidoirie? Déjà, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu vas plaider? Comment tu t'y prends? Quels sont les enjeux, les challenges? Voilà. Mais écoute, quand on te passe une plaidoirie, enfin, quand on te dit que tu vas plaider sur sur un dossier parce qu'il y a un client qui vient te voir ou parce qu'il y a ton patron qui va te donner un dossier. Bon, au début, il y a quand même de la patience. Enfin, pas de la patience, mais il y a un peu de l'insouciance. Tu te dis: «Chouette, je vais pouvoir plaider», donc tu es assez content. Mais après, tu te dis: «Il faut pas que tu te rates» Mmh. parce que, il y a quand même des enjeux économiques ou humains qui peuvent être assez forts. Bien sûr, Moi, je plaide souvent dans le tribunal de commerce, pour défendre des entreprises, des entrepreneurs et cetera, et si tu as une mauvaise décision, potentiellement, ça peut entraîner, dans le pire des cas, des procédures collectives, ou des difficultés économiques pour l'entreprise. Donc, il ne faut pas que tu te rates, et quand tu plaides devant le tribunal correctionnel pour une personne physique, heu, en défense, les enjeux sont forts parce que potentiellement, si tu te rates, le client peut partir en détention. bien sûr. Donc il faut pas que tu te loupes. Tu as une responsabilité qui est assez forte et donc il y a pas de secret, il faut travailler. Faut travailler beaucoup, pour, essayer d'avoir un bon résultat. Il faut tr pas de secret, du travail et de l'humilité, parce que, faut pas que tu arrives, que tu arrives devant un juge, que tu te dis: «Bon, c'est bon, je vais un peu essayer de les, baratiner, ça va le faire». Non, pas du tout. Tu travailles, tu es sérieux et tu veux et tu es déterminé pour avoir un résultat. Bien sûr, bien sûr. Et c'est important de le souligner. Comment tu t'es sentie lors de ta toute première plaidoirie? Parce que moi, je me rappelle d'un jour, un de mes professeurs de droit qui nous avait raconté une histoire, je ne sais plus à quelle occasion, qui nous racontait un jeune avocat qu'il connaissait, lors de sa première plaidoirie, était tellement mal qu'il est arrivé devant, enfin voilà, pour plaider, il s'est avancé et il a vomi. Donc il était tellement mal, mais toutes ses futures plaidoiries, toutes ces plaidoiries qui ont suivi se sont passées à la perfection et il est un avocat brillant, il s'en sort très bien. Alors comment s'est passée ta première plaidoirie? Non, après, je pense que ma première plaidoirie, c'était, dans le tribunal de commerce. Mmh. C'était une requête, une soutenance de requête, OK. et c'était en gros, c'est une procédure non contradictoire, heu, pour défendre les intérêts d'une femme qui était, spoliée par son mari. Mais comme j'avais bien travaillé le dossier, comme j'avais beaucoup travaillé le dossier, que j'étais avec un confrère qui était à côté de moi, bon, il m'a laissé parler, et que c'était une procédure non contradictoire et que ça marchait et j'ai eu la requête. Mais c'est vrai qu'après pour les autres, plaidoiries, contradictoires, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal correctionnel, c'est vrai que tu as, le poids des responsabilités Ouais, et que vraiment tu te dis: «Il faut pas que je me loupe». ouais, il y a toujours une petite pression finalement, ça devient Ouais. jamais, «facile» entre guillemets. Oui, mais encore une fois, en travaillant, tu y vas et tu essaies d'obtenir un résultat. Oui, c'est ça, c'est ce que je te disais, tout à l'heure en off, c'est que quand tu connais bien ton dossier, tu sais ce que tu dois dire et ce que tu dois faire et voilà, tu connais en fait ton dossier tout simplement, bah, il y a enfin, voilà, il y a pas de souci à se faire en soi. Quand tu fais Ouais. ton travail et c'est tout. Oui, absolument. Mais c'est vrai que les premières plaidoiries que j'ai faites, notamment devant le tribunal de commerce, peut-être que, tu vois, je lisais trop mes notes, Ouais, et je plaidais en face de confrères plus expérimentés avec 20, 30, 40 ans d'expérience, oui, et peut-être que je lisais plus mes notes et j'ai appris peut-être à me détacher, de mes notes, et peut-être à parler plus naturellement, plus spontanément. Heu et voilà, donc c'est ce que j'essaye de faire, et encore il y a plein de choses que j'apprends, tous les jours, grâce à des confrères plus expérimentés, grâce à des magistrats plus expérimentés, donc on en apprend tous les jours et c'est ce qui fait la beauté du métier. bien sûr et dans tous les métiers, hein, d'ailleurs, enfin, je pense, hein, toujours continuer à se former, à apprendre, de toute façon ça restera toujours, toujours vrai. J'aimerais bien te demander dans quel sens et dans quelle mesure, le métier d'avocat a influé sur ta personnalité et t'a changé en tant que personne, dans les aspects positifs et dans les aspects négatifs? Est-ce que tu es plus, analytique? Est-ce que tu es plus assertif? Est-ce que, ça a renforcé ton caractère? Est-ce qu'au contraire tu es plus renfermé, isolé, plus tu travailles plus? Enfin voilà, comment ça t'a changé en tant que toi, Antoine? Non, mais je pense que tu as quand même un peu plus de confiance en toi, Mmh. tu deviens plus analytique, plus, assertif, plus combatif, Mmh. donc non, je pense que ça te change, positivement. Pas de négatif? Bah, je pense qu'on en parlera après, OK, si tu veux qu'on parle de la santé mentale ou des aspects négatifs du métier, OK. mais, on en parlera après. D'accord, OK, pas de souci. On reste sur le positif, j'aime bien. OK, comment est-ce que tu gères la pression du résultat? Donc, du rythme, le client qui est derrière, qui veut que tout soit fait, est-ce qu'il y a pas aussi un côté un peu performance? Comme en sport, en fait, finalement? Non, mais absolument, il y a un côté, de performance. Parce que moi, comme je suis un avocat en contentieux,
En droit pénal, je vais plaider, donc il faut obtenir un résultat. Mais c'est vrai que, à la veille d'une plaidoirie, par exemple, il faut pas, comme à la veille d'une compétition, à mon sens, faut pas travailler jusqu'à minuit. C'est quelque chose de très bête, mais j'ai des confrères qui, la veille d'une plaidoirie, vont rester au cabinet et qui vont travailler jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Mais je pense que c'est un peu dangereux Mmh. parce que si tu arrives à une plaidoirie, que tu es exténué, que tu es fatigué, je suis pas sûr que tu vas non plus avoir fait une très bonne plaidoirie, faire une très bonne perf. Et au contraire, moi je pense que la veille d'une plaidoirie, comme à la veille d'une compétition, Ouais. j'en ai jamais faite, mais je pense que c'est la même chose. Faut partir à 19 h, 20 h du boulot et tu te détends. Tu vas voir ta copine, ton copain, tu vas au resto, tu regardes un petit film, tu te détends, tu lis un bon livre, tu te couches tôt, et comme ça, le matin, tu arrives frais, reposé. De toute façon, le dossier, tu l'as déjà travaillé en amont. Oui, Donc, il y aura pas de surprise. C'est pas la veille au soir que tu vas trouver l'idée de génie. bien sûr. Et aussi, je pense que pour gérer la pression des clients, des confrères, des dossiers, il faut voir le travail non pas comme une source de souffrance, Mmh. mais comme un moyen, de se faire plaisir, de s'épanouir au travail. Ouais. Et là, je pense aux mots de l'entraîneur de Léon Marchand. Mmh. Parce que Léon Marchand, il avait raconté ça à tout le monde après les JO, mais il y avait un moment où, il en avait marre, il voulait arrêter. Et il a pris, contact avec un coach qu'il a préparé mentalement. Et je lisais, l'autre jour, dans les colonnes de Paris Match, très grande littérature, très grande presse, son coach qui disait, en fait, Léon, au début, il allait aux compétitions avec la boule au ventre, avec de l'anxiété, avec de l'angoisse. Et on a travaillé là-dessus et je lui ai appris que l'excellence n'implique pas, la souffrance, ou n'implique pas le fait de subir. Et je trouvais que c'était assez intéressant et il disait, «Je vais donner, les clés», enfin modestement, à avoir confiance en lui, à cultiver le bonheur et l'amour de soi. Waouh! Ça peut paraître un peu naïf comme phrase, mais je trouvais ça assez intéressant et je pense qu'on peut le transposer dans tous les métiers et je pense qu'il faut vraiment, quand tu es avocat, quand tu es coach sportif, quand tu es, influenceur, quand tu es, sportif, il faut vraiment voir ce que tu fais comme une passion et non pas comme une source de souffrance. Et je pense que c'est important. Et bon nombre de confrères que je connais, j'ai l'impression qu'ils voient le travail un peu comme une souffrance ou comme, quelque chose qu'il faut faire et je pense que c'est un peu dangereux. Qu'est-ce que tu penses de par exemple, des collègues sûrement à toi ou des amis à nous, enfin moi j'en connais beaucoup qui ont fait des études de droit comme nous, mais qui justement se disent, «Je vais être avocat pendant 5 6 ans et après, je ferai un autre métier, quelque chose qui me rend vraiment heureux ou qui voilà, qui correspond plus à mon mode de vie, mes passions, ce que je veux faire». Pour toi, tu penses que c'est un peu une illusion de se dire: «Je vais être pendant 5 ans et je vais faire autre chose», si on n'a pas cette passion et cette satisfaction et si c'est pas un métier qui vraiment te voilà, te rend à l'aise mentalement. Je pense que c'est pas une bonne idée de voir les choses. C'est vrai que dans le métier d'avocat ou quand tu es élève avocat et que tu te poses la question de savoir dans quelle structure tu vas exercer, notamment dans les gros cabinets américains ou les gros cabinets français où il y a beaucoup de pression, où tu travailles énormément, Ouais. ou dans des cabinets peut-être à taille, plus humaine, avec peut-être un peu plus avec moins de pression et moins d'horaires à rallonge, même si tu peux travailler énormément dans ce genre de cabinet. J'ai beaucoup entendu d'amis qui me disaient: «Non mais je vais faire 2 ans, 3 ans dans un cabinet américain très Mmh. dur, je vais faire beaucoup de nocturnes mais c'est pas grave, je vais un peu souffrir, je vais y aller à fond et au bout de 2 3 ans je changerai, je ferai autre chose». Je pense que c'est pas, le bon état d'esprit qu'il faut avoir et je pense qu'il faut se dire, tu commences là où tu as envie d'exercer, où tu te vois d'exercer dans 10 20 ans et ça sert à rien d'aller dans un, cabinet où il y a beaucoup de pression, où tu as un peu peur d'y aller, si vraiment tu as pas envie de le faire. Bien Si sûr. tu as envie de le faire, vas-y fonce, mais si au fond de toi, tu as pas très envie, mais tu te dis: «Je vais y aller pour l'argent ou pour l'expérience», non, faut pas le faire. Faut Toi vraiment aller dans un endroit où tu as envie de travailler. toi, tu te vois être avocat toute ta vie? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après ça dépendra. Ça se trouve dans 5 ans, je ferai totalement autre chose, je vendrai des churros, Qui ou je sait? jouerai de la guitare dans le métro, tu me verras en train de quémander des piécettes, Bon ça m'étonnerait, ou je ferai un mais truc, totalement différent. Peut-être que, je sais pas, j'aurai une boîte, peut-être que je serai juriste en entreprise, je sais absolument peut-être que pas. tu auras une boîte et tu resteras avocat ou juriste et que tu auras ton business. Peut-être, peut-être. Double casquette. Après quand tu es avocat, tu as une déontologie et tu peux pas, par exemple, diriger une société commerciale. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux être associé, mais tu peux pas diriger une société commerciale. Mais donc non, moi je sais absolument pas. Peut-être, je pense que dans 5 ans, je serai toujours avocat,
mais c'est aussi ce qui fait encore une fois, la beauté de ce genre de métier, c'est que tu peux changer si tu as envie, faire autre chose, voilà. Moi, je Oui, m'enferme bah, pas. bien sûr, tu es pas enchaîné à ton bureau, tu es pas Exactement. enchaîné à ton métier, tu peux te rediriger, ça c'est sûr. Ouais. Mais tu vois, ça me fait beaucoup penser à tu sais, en fait, c'est un peu, le parcours classique qui est qu'on on est étudiant en droit et à la fin, on passe le barreau Ouais. pour, un peu faire aller au bout du chemin et après on se retrouve avec beaucoup de personnes qui deviennent avocats, mais sans grande conviction du fait que c'est le métier, de leur vie, que c'est un métier qui leur correspond et qui finissent par abandonner le métier ou changer de métier, après 5 ans, 6 ans, 7 ans et on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on a toute cette pression de, être avocat, être avocat? Enfin, c'est vrai que c'est encore ancré aujourd'hui que le métier d'avocat, c'est un métier prestigieux, ça ouvre beaucoup de portes, puis en général, les études de droit ouvrent beaucoup de portes, ça c'est sûr, mais on peut se poser des questions quand même. Oui. C'est vrai que, je pense qu'il faut pas se forcer encore une fois à, intégrer une profession, pour laquelle tu te dis: «Bah, je vais peut-être la quitter dans 4 5 ans, je suis pas convaincu, mais bon, je vais devenir avocat juste parce que ça fait plaisir à mes parents» et cetera. Je pense qu'il faut vraiment faire, ce qu'on aime dans la vie. Peut-être que c'est plus facile à dire qu'à faire, En effet, mais non, je pense qu'il faut trouver sa voie et faire un métier, dans lequel, beh, que tu aimes et dans lequel, tu souhaites investir, beaucoup. c'est sûr et on peut aussi essayer et se tromper et se rediriger. Oui, c'est pas grave, si tu es avocat ou si tu fais un métier, au bout du compte, si, au bout de 2 ans, tu te rends compte que c'est pas ça que tu souhaites faire, c'est absolument pas une fatalité de te réorienter et je pense à mon humble échelle qu'il y a, voilà, c'est en travaillant de toute façon que, et en travaillant et en aimant ce qu'on fait pardon, que, qu'on réussit. Nous sommes d'accord. Merci beaucoup et bien voilà pour notre, 1re, série. Deuxième série, on va parler, alors on reste dans l'idée du métier d'avocat, mais on va parler de ton autre activité, de ton autre double casquette que tu as tenue pendant un certain temps. C'était au moment de tes études de droit donc. Ouais. Alors Antoine a tenu enfin a participé, avec des amis à lui à la création et à la tenue d'une chaîne, donc sur YouTube, dans laquelle tu faisais des interviews, notamment d'avocats. Donc, dis-nous-en un peu plus et raconte-nous un peu ce projet-là. Non, mais c'est vrai qu'on avait un projet avec, quelques amis, qui sont très proches d'ailleurs, que j'aime beaucoup, durant nos études, qui était, de monter une chaîne YouTube qui s'appelle Parole d'avocat et d'aller interviewer les grands pontes, les grands avocats, du barreau de Paris, du barreau de Genève et cetera. Et en fait, c'est un projet, qui m'est venu, quand j'étais, à la fin de ma licence en droit, je m'étais dit, je voyais tous ces avocats, que je trouvais, vraiment très intéressants et je rêvais de les rencontrer. Je pense à Hervé Temim, Jean-Yves Le Ban, tous des grands noms du barreau de Paris. Ça parle peut-être pas à nos auditeurs, mais quand tu es étudiant en droit, c'est vraiment des noms, dont tu as déjà entendu parler et c'est vraiment les références du métier, enfin les grands pontes du barreau. Et je m'étais dit: «Ah, j'aimerais tellement les rencontrer, mais bon, il y a aucun moyen, enfin si je leur envoie un mail ou si je leur demande de les rencontrer, ils vont refuser, ils s'en foutent, moi je suis étudiant, enfin je vais rien leur apporter donc ils s'en foutent, ils vont pas me répondre». Et je m'étais dit: «Mais pourquoi pas, les interviewer, créer une chaîne YouTube, et aller, leur faire des interviews d'1 heure pour leur rencontrer» et je pense que ça peut tellement être intéressant, passionnant de rencontrer des personnes beaucoup plus expérimentées, qui ont 1000 histoires à raconter, je pense que ça peut être très intéressant et je vais faire d'une pierre 3 coups finalement. Un, je vais les rencontrer. 2, je vais monter un projet avec des amis que je salue au passage, je pense à Hugo, à Florent, Paul-Olivier que tu connais, qui sont des gars absolument brillants. Il Ouais. y a d'autres personnes qui nous ont aidés, dans ce projet, et 3, ça va être utile pour tous les autres étudiants en droit, parce qu'on va centrer l'interview sur le parcours, de l'avocat, sur ses conseils qu'il veut prodiguer, aux jeunes étudiants, hem, et sur, tous les grandes affaires, qu'il a faites, qu'il a plaidées. Et donc c'était l'objectif, le pari de la chaîne. Pari réussi, Pari j'ai envie de dire? réussi, parce que, moi on m'avait dit: «Non mais Antoine, franchement, si tu arrives à interviewer un avocat, bon, ouais, ça pourrait être bien, mais c'est pas sûr que tu y arrives. Tu sais, tous ces grands pontes, franchement, ils ont absolument pas le temps de te recevoir et honnêtement, ils s'en foutent». Et je m'étais dit: «Bon, au moins, on va essayer» et bah, j'ai envoyé des mails, j'ai appelé des avocats et j'ai interviewé, avec l'aide de mes amis, j'ai eu cette chance d'interviewer, Jean-Yves Le Borgne, feu Hervé Temim, qui est un très grand avocat pénaliste, Marc Bonan, qui est un avocat suisse, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur orateur francophone, d'autres avocats,
Pierre-Olivier Sûr, Anne Bouillon, Jean-Michel Darrois, qui est une des grandes références du barreau d'affaires et qui d'ailleurs a défendu Nicolas Sarkozy dans le procès des financements libyens, etc., etc., Noémie de Galambert, Richard Malka. Et ça a marché. On a, je crois, eu 230 000 vues sur YouTube, 5 000 abonnés, 10 000 ou 15 000 abonnés sur notre compte Instagram. Bon, c'est très niche. Tous nos auditeurs qui nous écoutent, qui sont plutôt, qui font pas du droit, je pense qu'ils connaissent pas tous ces grands noms. C'est une chaîne très niche, mais voilà, on a fait, on a tenté ce pari avec ses amis. Je pense qu'on l'a réussi et ça nous a fait des super souvenirs avec Florent, Hugo, Paul-Olivier et d'autres. Par exemple, je me souviens que pour la première interview qu'on a faite avec Jean-Yves Le Borgne, c'était notre toute première interview. Ouais. Vraiment, j'avais envoyé un mail, je me suis dit, il va jamais me répondre. Et que nenni, il m'a répondu au bout d'une heure, il m'a dit, non mais cher monsieur, avec grand plaisir, venez quand vous voulez, appelez-moi. Donc tu vois, je l'ai appelé sur son portable, j'étais un peu stressé parce que tu vois, c'est un grand nom du barreau de Ouais. Paris. En plus, qui a une voix un peu, voilà, qui a une éloquence très particulière, qui a une voix un peu de stentor, d'orateur de la troisième ou de la quatrième République. Donc c'était assez intimidant. Et je l'appelle un peu tout, voilà, Un peu j'étais tremblotant. stressé, un peu tremblotant. Je lui dis oui, est-ce que vous vous souvenez de moi? Je vous ai envoyé un mail. Il m'a dit mais bien sûr, cher monsieur, quand vous voulez, dites-moi un créneau qui vous arrange et venez, il n'y a pas de souci, venez à mon cabinet, vous m'interviewez, 1 heure, 2 heures, voilà, quand vous voulez, voilà, la durée que vous voulez, venez, aucun souci. Et du coup, je me souviens, on était avec nos petits sacs à dos, on était venus à Paris spécialement pour l'interviewer avec Florent et Hugo. On arrive à 19h, et en fait, il n'y a personne pour nous ouvrir. Mhm. On s'était dit, ça y est, nous a oubliés, on a fait tout ça pour rien. On voit la secrétaire qui descend, qui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ah oui, vous avez une interview avec lui? Ah ok, mais ah, c'était pas sur l'agenda, mais attendez, je vais l'appeler, je crois qu'il est au tribunal. Ok, ok. Typiquement l'avocat, hein, Ouais, toujours ouais, occupé. ouais, ouais, et qui dit, ah non, non, mais en fait, il vous attend, il va venir, attendez, je vais vous faire monter, il va venir. Et donc, il arrive, je me souviens très bien, je me souviens de toute ma vie. On était en salle de réunion, on était un peu intimidés. Et là, on le voit vraiment ouvrir la porte, vraiment d'un geste brusque, et dire, bon, on y va. Et vraiment, on a fait l'interview, c'était super. Ça a duré 45 minutes, 1 heure. Bon, on a mis 20 minutes à se préparer. Mais lui, il était vraiment cool, il était vraiment à la chill pour parler trivialement. Et on a fait l'interview et ça a été super. Il a fait le show, il nous a raconté plein d'anecdotes passionnantes. On a fait l'interview, après on l'a mise sur Internet, sur YouTube, ça s'appelle Confidence d'un ténor du barreau. Bon, on va mettre le petit lien. Enfin, il y est toujours, de toute façon. Ouais, ouais. On va mettre la petite. Et à la fin de l'interview, bah, on a parlé pendant 30 minutes, 1 heure avec lui. Il était super, il nous racontait plein d'anecdotes. Il était génial. Et vraiment, il nous racontait plein de trucs, c'était vraiment génial. Et je me souviens, à un moment, on parlait de Dupond-Moretti ou d'Éric Woerth, qui était l'ancien ministre de Sarkozy. Et on parle de lui, parce qu'il avait un procès avec lui qui allait venir. Et à un moment, il y a son téléphone qui sonne et qui dit, ah, mais c'est Eric. Et je crois que c'était Eric Dupond-Moretti. Attendez 2 secondes. Oui, allô Eric, attends, je peux pas te parler, je peux te rappeler demain? Ouais, non, 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 je peux te parler, ouais, ouais. Allez, on se parle après. Allez, au revoir. Et après, on se regardait avec les copains, on se disait, non, mais il a vraiment raccroché à Eric Eric Dupond-Moretti. Dupond-Moretti. Du coup, c'est assez marrant et ça nous a fait plein d'anecdotes. On est même allé à Genève pour aller voir Marc Bonan, qui est, comme je le disais, un très grand avocat suisse, qui était vraiment considéré comme le meilleur orateur francophone Ouais. et qui est un avocat formidable. Et parce qu'il est capable de, pendant 1 heure, de te parler d'un sujet sans notes, etc., qui a une culture livresque impressionnante et qui était connu justement par beaucoup de personnes parce qu'il faisait des procès fictifs au théâtre, Oui, dans des associations d'éloquence, des procès fictifs de Baudelaire, de Jésus, de Socrate, oui, de Jeanne d'Arc. oui. Et lui, sa spécialité, c'était de venir sans notes, en totale improvisation, et pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, faire la plaidoirie. C'est Sans impressionnant. notes. Et vraiment, il est impressionnant. Et on s'est dit avec Florent, mais pourquoi on n'irait pas l'interviewer à Genève? Bon, il va dire non, parce qu'il n'a pas le temps. Et je lui envoie une lettre par la poste. Et une semaine après, à 9h du matin ou à 8h, à 9h du matin, je vois mon téléphone et j'avais un message vocal de lui qui m'avait téléphoné à 7h. Il m'avait dit, non, cher monsieur, Marc Bonan, avocat au barreau de Genève, j'ai bien reçu votre lettre. Appelez-moi, on va trouver un créneau et on va faire cette interview. Et donc, on a fait cette interview, on allait à Genève, c'était pendant le confinement, on n'avait pas le droit de sortir en plus. Ah oui, en plus. Vraiment, et on est allé Comment avec vous la avez voiture. trouvé la dérogation? Enfin, Bon, on y allait. On y y allait allez. avec la petite voiture, on est allé à Genève, voilà, un mardi, pour faire l'interview. Il nous a reçus comme des rois. Il voulait nous faire. Il était même capable, il nous avait dit, non, mais si vous venez en avion, je vous fais venir mon Eh chauffeur, ben, quel traitement? je vous fais venir, je vous paye le logement, vous inquiétez pas, et venez. Et c'était super. On s'est retrouvés dans son bureau à Genève un mardi matin.
alors que j'avais cours à ce moment-là, hein. Ah, Et tout le monde se disait: «Mais il est où Antoine?» et cetera. Comme d'habitude, il est pas là et j'étais en train de dans le bureau de Marc Bonan. bon, ça justifie Heu, un petit peu l'absence, j'ai ah envie de ouais, non, dire. non, c'était génial. En plus, c'est vraiment un avocat à l'ancienne, Ouais. qui fume des cigarettes avec un porte-cigarette, qui fume beaucoup, qui a vraiment un bureau, magnifique avec des tableaux, de maîtres, Waouh. des, statues, romaines, d'antiquité, il avait, des livres anciens, et cetera et Waouh. vraiment, il avait un bureau assez impressionnant de 30 mètres carrés. Et vraiment pendant, 2 heures, il nous a raconté, toutes ses péripéties, plein d'anecdotes et après quand l'interview, s'est terminée en off, il nous a raconté plein de trucs. Enfin, je peux pas le dire parce que c'est sous le sceau du secret de la confidentialité, mais Évidemment. non, non, il nous a raconté plein de trucs. On a fait une deuxième interview de lui qu'il faut d'ailleurs qu'on poste sur YouTube. Il nous a reçus une deuxième fois à Genève, il y a 2 ans, il nous a reçus vraiment comme des rois, après on a gardé contact, il nous a invités au restaurant, il nous a fait rencontrer sa femme et c'était génial. Et je trouve que vraiment, tu vois, pour tous ces avocats et c'est aussi pour ça que j'ai voulu être avocat. Tous ces grands avocats, qui avaient rien à prouver, mais et vraiment qui ont cette qui avaient cette volonté qui ont cette volonté de transmission, Mmh. de transmettre quelque chose aux jeunes générations. Je trouvais ça formidable. Et c'est aussi pour ça, en rencontrant tous ces avocats que je me suis dit: «J'ai envie de devenir avocat». Voilà, on a fait ces interviews-là. Bon, c'est un peu un travail, d'amateur parce que c'est un travail d'étudiant. On est dans un studio, on a un super technicien qui est en train de nous filmer, mais nous, c'était un peu un truc d'amateur. Nous, vraiment, on avait, il y a la caméra de mon S9 qui est complètement, déglinguée, j'avais acheté des lumières sur Amazon. Voilà, Mais donc c'est ça c'était qui vraiment fait un le travail mais charme, c'est ça qui fait de le la charme chose aussi. et je revois certaines vidéos, encore maintenant, de temps en temps, parce qu'il y a des confrères qui m'en parlent, je trouve que c'est un petit charme parce que voilà, on sent que c'est un travail de voilà, d'étudiant, mais c'est fait avec le cœur, c'est fait peut-être avec de la naïveté, d'étudiant, mais ça a son charme et d'ailleurs, je reçois encore des confrères qui me parlent de ça et qui me disent: «Ah mais j'ai regardé ton interview hier avec Hervé Temim, avec Jean-Michel Darrois, avec Marc Bonan, Incroyable. super et cetera, j'ai bien aimé tel passage et cetera» et tu vois, ça me même des gens que je connais pas qui m'envoient des messages qui me disent: «Ouais, cher confrère, j'ai vu votre interview, bravo», et je trouve qu'il dit des choses assez intéressantes, qui peuvent servir pour le métier d'avocat. Mais c'est magnifique. Mais en réalité, oui, parce que tes vidéos sont postées, elles sont là. C'est un entre guillemets «gravé dans le marbre», au niveau digital, mais elles sont là et c'est vrai qu'on peut encore les voir et réagir et enfin même aujourd'hui, même si c'est un travail d'étudiant, que toi tu as peut-être changé, tu peut-être que tu ferais les choses différemment aujourd'hui, bah, je vais te poser la question, mais enfin, ça c'est normal et je trouve ça super qu'on continue à t'en parler. Ça montre à quel point, bah, le fruit de ton travail porte encore aujourd'hui et les paroles d'un avocat il y a, 3, 4, 5, 6 ans, ont toujours, autant de poids aujourd'hui, même si, voilà, on est, enfin, peut-être ça a pas le même effet ou le même impact ou peut-être que, voilà, c'est des choses différentes, c'est des années enfin, voilà, il y a des choses qui changent, mais ça a toujours un poids important. Enfin, c'est majeur. Alors aujourd'hui, est-ce que te si tu devais refaire, ce genre de projet, est-ce que tu changerais quelque chose? Oui, je pense que je changerais parce qu'en réalité, quand je regarde les interviews, je me vois, je me dis: «Oh là là, mais vraiment, j'avais les cheveux gras, je me tenais mal, je parlais mal et cetera», et en plus, je faisais des introductions, pour les interviews, ça faisait un peu secret d'histoire, on se filmait avec des copains dans les parcs et je faisais une petite présentation pour présenter l'invité et je parlais avec les et je faisais des moulinets avec mes bras, ça ressemblait à rien, mais vraiment et quand je regarde ça, je me dis: «Vraiment, C'est j'ai toujours un peu comme honte». ça, hein, c'est Mais c'est vraiment, mais après, mais je trouve ça marrant, je trouve ça, oui, non, non, donc je le ferais différemment, enfin, ça serait peut-être plus professionnel. bien sûr, hein. Mais non, je pense que je poserai d'autres questions, peut-être que je suis peut-être un peu flagorneur avec les invités au début, je disais un peu: «Ouais, vous êtes un très grand avocat, pénaliste» et cetera je les flagornais un peu et je pense qu'ils me regardaient, et ils se disaient: «Oh, il en fait un peu des caisses, ce jeune étudiant». Mais je pense que c'est ce qui est marrant aussi. Bien sûr et puis bon, tout ça, ça vous montre finalement enfin, ça nous montre bien que quand on a, un projet, une ambition, bah, il faut tenter. Voilà, bah, tu as envoyé à des avocats. Je suis sûre que tu as aussi eu peut-être des refus ou des non-réponses, enfin, forcément, mais tu as eu des oui et ces oui t'ont ouvert la porte à justement la mise en place de ce projet et les répercussions que ça a encore aujourd'hui. Donc quand on a un projet, il faut essayer, il faut pas s'arrêter et avant même d'avoir essayé. Donc bravo d'avoir mené ça, à bout. Enfin, Et ouais c'est et c'est admirable. aussi un travail collectif, du coup, fait avec Oui, des amis, ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup, on n'a pas eu beaucoup de refus. encore Étonnamment, on a mieux. eu, et après on s'est arrêté parce qu'on avait des études à faire à côté, Fallait aller en cours à un moment nous, il donné. fallait aller en cours à un moment donné, mais c'est vrai qu'on aurait pu continuer, je me souviens très bien de Marc Bonan, dans son bureau à Genève, qui me disait: «Mais qui vous voulez interviewer, Ah vous voulez interviewer mais interviewer Sarkozy, attendez». Je l'ai appelé au téléphone hier soir et là, il prend son téléphone, c'était un vieux téléphone, c'était limite, il y avait des touches, et il dit à sa secrétaire, il dit: «Oui, est-ce que vous pouvez me passer, le président Sarkozy? Vous pouvez l'appeler s'il vous plaît?» Non. Et donc il appelle devant moi, Florent qui est là, qui dit: «Ah vas-y, 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 vas-y».
Et moi, et bon, peut-être que c'était l'erreur de ma vie, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais bafouiller, mais en plus, ça va être. Non, non. Du coup, je lui ai dit, non, non, mais vous inquiétez pas, il y a pas de souci. Antoine, Et vraiment, et après, je me comment? suis dit, on en parle encore aujourd'hui, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et j'aurais dû prendre le combiné. Je pense qu'il n'aurait pas répondu, parce qu'il avait 1000 choses à faire. Mais voilà, on a loupé Nicolas Sarkozy en podcast. On était à 2 doigts, si ça se trouve, de l'avoir, et on a refusé. Incroyable. Voilà. Et Marc Bonan qui voulait nous faire une passe D, si j'ose dire, pour parler Tu peux le trivialement, dire. une passe décisive, et qui voulait nous passer le contact de Sarkozy pour qu'on aille l'interviewer. Et on l'a pas fait. Et c'est pas bien. Bon, rien que le fait d'être passé à ça, de le faire, c'est déjà extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. Mais Disons ça, ça, je m'en mais voudrais. Et Hugo et Florent et Paul Olivier m'en tiennent rigueur. encore Aujourd'hui, ils m'en aujourd'hui? parlent encore aujourd'hui, ils me disent, mais qu'est-ce que t'as fait? On aurait pu avoir Sarkozy. Et après, on aurait eu un podcast incroyable, il nous aurait raconté, parce que j'adore écouter Nicolas Sarkozy en podcast. C'est Ah incroyable. oui, ah Non, oui. mais les conférences, il a une patate, il a une énergie, avec ses petites mimiques, et je trouve ça génial. Ah mais Et clairement. parfois, et quand j'ai un petit coup de mou, quand j'ai envie de me motiver, je regarde ses interviews, et je trouve ça génial. Et notamment, on a beaucoup de reels sur Instagram. Je perds trop de temps sur Instagram et je vois les petits reels de quand il Des bouts de ses parle, discours, les, ouais. les bruits de ses discours, ou parfois quand il y a des citations un peu. Je dis, mais d'où elles sortent? Je vois très bien, ouais. Ouais, dans le fleuve, il faut aller non pas en amont, mais en aval. Il Oui, faut aller oui, à la source ou à la terre. On aurait dû appeler la mer parce qu'il y a 80% d'eau sur la planète. je crois que je vois celle dont tu Ouais, parles. ouais, donc bon, parfois tu sais pas où il veut en venir, mais je trouve qu'il a une telle énergie. Ouais, que Et que je, ça passe, ouais, on ouais, et je comprend. pense que c'est quelqu'un qui a eu un parcours incroyable, Ah oui. formidable, et c'est vraiment quelqu'un qui était passionné par ce qu'il faisait. Et dès le début, il avait la niaque. Et je trouve que c'est assez intéressant d'écouter ces interviews, c'est toujours Ah, intéressant. bien sûr, mais c'est pas le genre de personne qui a peu de choses à raconter, ça, c'est Ouais. sûr. Et bah, écoute, ça aurait été incroyable. C'est vrai qu'on est passé à côté de quelque Mais j'ai chose. bon espoir que ce soit toi qui l'interview. Moi, Non, non, mais dans 1 an, 2 ans, on se fait un pari, t'essayes d'interviewer un Nicolas Sarkozy. je relève le défi. Je relève le défi. Je vais pas dire non. Bon, écoute, merci beaucoup pour cette, petite partie sur, ta casquette, créateur aussi, en plus d'avocat, hein, il faut le dire, La petite casquette, très modeste. Ouais. mais ça en reste une. Maintenant, parlons rapidement, si tu veux bien, on a dit qu'on y reviendrait, des effets, un peu négatifs, voilà, dont on parle assez peu du métier d'avocat. Donc, voilà, dis-nous, qu'est-ce que à ce niveau-là, comment tu ressens, voilà, les contre-coups, bah, du métier? Les choses qu'on voit pas, les choses dont on parle pas trop? Après, moi, je pense que je ne suis pas impacté par les aspects négatifs du métier, parce que je suis encore jeune, voilà. Mais c'est vrai que je me faisais la réflexion. On en a beaucoup parlé ces derniers temps dans les médias de procès très très durs. Il y a eu le procès là cette semaine de Lola, Mmh. qui s'est faite assassiner, torturer, violer dans des conditions épouvantables. Mmh. Et on voyait la souffrance des familles, de la famille qui était vraiment qui faisait mal au cœur. Euh, on a parlé aussi du procès de Pellico récemment, et aussi on a parlé du procès de Le Squarneck, Oui. et notamment du procès de Joël Le Squarneck, ce pédocriminel qui avait violé, abusé sexuellement de 299 ou 300 jeunes enfants. Donc c'est vraiment un procès qui a été très dur. Moi, je n'y ai pas participé. Je sais que c'est un procès qui a duré 4 mois. Mais pourquoi je t'en parle? Parce que je pense que quand tu fais du droit pénal général, donc les affaires les plus graves, les affaires criminelles, de viol, de meurtre, d'assassinat, de torture, d'actes de barbarie, quand tu es avocat de la défense, euh, je pense qu'il y a beaucoup de pression et c'est très dur. Moi, j'ai jamais fait d'assises, pour être honnête. Peut-être que j'en ferai prochainement. Mais tous les confrères qui m'en parlent, je vois que déjà, il y a une très grande noblesse à être avocat de la défense, à accuser des personnes que tout le monde considère comme des monstres. Je pense qu'il y a une très grande noblesse à voilà, les défendre. Ça participe à l'état de droit. Il y a une très grande noblesse à cela. Il faut le dire, il faut le rappeler parce qu'on a encore beaucoup de personnes qui sont souvent extérieures au métier, qui ne comprennent pas et qui vont te dire: «Mais comment défendre un criminel? Comment défendre quelqu'un qui a commis tel, tel, tel?» Il faut le dire. Ça participe de notre état de droit effectivement, la présomption d'innocence, chacun a droit à une défense, voilà, c'est la base de ce métier-là. Oui, et c'est vraiment très bien que des avocats soient en défense de ces personnes accusées du pire. Et pourquoi je t'en parle? Parce que tu me parlais des aspects négatifs du métier. C'est que je pense que quand tu es avocat en droit pénal général, que tu fais toutes ces affaires graves, tu côtoies toute la journée la noirceur de l'âme humaine et ça peut avoir des impacts, je pense, sur ta vie personnelle, familiale. Et dans le procès Le Squarneck était défendu par un jeune avocat, un jeune confrère qui était brillant,
de 33 ans qui s'appelait Maxime Tessier, et qu'il a défendu pendant les 4 mois, qui a fait une défense remplie d'humanité. Et quelques mois après, il a mis fin à ses jours, à 33 ans, alors qu'il avait une femme, des enfants. Je ne le connaissais pas. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il a mis fin à ses jours. Mais beaucoup ont dit, mais peut-être que c'est toute cette défense pénale très exigeante dans laquelle il s'est donné à fond, qui l'a conduit à des moments de spleen, de dépression et qui l'ont conduit au pire. Et c'est vrai que quand tu fais du pénal général, de ce qu'on me dit, tu côtoies la noirceur de l'âme humaine. Et peut-être que quand tu rentres chez toi, en ayant plaidé 10 heures aux assises, enfin 10 heures, quand tu as fait 10 heures d'audience aux assises, tu emportes avec toi tous ces, tout ce contact avec l'âme humaine, avec la noirceur de l'âme humaine, et ça peut être très dur émotionnellement. Et je pense que ta famille en parle. Enfin, ta famille le ressent, tes enfants le ressentent. Ouais. Et j'ai entendu des confrères, j'ai lu une consoeur qui avait fait un procès très dur, un procès d'assassinat d'Ilan Halimi, et qui disait, qui écrivait, mais moi quand je rentrais tous les soirs, je me mettais à pleurer et je prenais mes enfants dans mes bras, et parfois je pleurais. Et donc je pense qu'ils ont été traumatisés par ça. Donc je pense voilà, que c'est l'aspect négatif du métier d'avocat pénaliste Ouais. en droit pénal général. Oui. Pour Oui, l'instant, oui. j'ai pas subi ces aspects négatifs, peut-être qu'un jour, mais j'aurai ça. Mais voilà, c'est vraiment l'aspect négatif du métier qu'il faut avoir en tête. Non, mais tu fais bien d'en parler et de le souligner. C'est vrai que ce genre de choses, c'est dire à quel point c'est un métier difficile et il faut avoir les épaules, pour être avocat pénaliste. Ça, c'est sûr. Et même, parfois avocat en matière, familiale, il y a des choses dures aussi. Enfin, effectivement, quand c'est des choses qui touchent aux personnes physiques justement, aux humains et à l'humanité et aux choses qui peuvent se passer, dans les relations humaines, c'est dur et il faut avoir les épaules, les reins solides, comme dirait une de mes professeurs, pour faire face à ça et pour, gérer ça et rentrer le soir justement et avoir tout ça, porter ce bagage, avec soi. Ouais, c'est dur. C'est dur, donc tu fais bien de le rappeler. Alors, donc on arrive sur un registre un peu plus léger, on arrive à notre fin de notre série et donc on va aller à l'échec, cher Antoine. J'aimerais que tu me racontes, c'est une question que je pose à tous mes invités, ta barre entre guillemets la plus lourde donc, que tu as ratée. Alors évidemment pas à la salle, mais dans la vie réelle. Et comment est-ce que tu as rebondi après cet échec entre guillemets, si c'était un échec ou une déception ou voilà, et qu'est-ce que ça t'a appris? C'est vrai que les barres les plus lourdes, de temps en temps, à la salle, tu es avec moi, donc tu vois que voilà, tu m'aides à pousser jusqu'au bout. On va Euh, à l'échec, voilà, à l'échec. l'objectif 100 kilos d'ici la fin de l'année. C'est complètement irréalisable. Non, Qui sait? pour être plus sérieux, j'ai pas eu de grands échecs qui m'a marqué, qui m'a meurtri dans ma chair. Mais non, c'est vrai que j'ai raté des concours. Par exemple, j'ai raté le concours d'avocat, ce qu'on appelle le CERFPA. Le Je l'ai fameux. passé à la fin du master 1 Mmh. et je l'ai raté une première fois. Et c'est vrai que ça m'a fait. Et je pensais quand même le réussir. Ouais, Et ça m'a mis un coup sur le moral. Et d'ailleurs, normal. j'ai souvent, j'ai jamais dit, je pense, à beaucoup de personnes que j'avais raté une première fois le CERFPA. Donc là, il y a pas de secret. Tu te remets en question. Faut se remettre en question. Faut travailler encore plus. Et voilà. Et tu retentes. Et la prochaine fois, tu l'obtiens. Tu y vas avec de la niaque, de la détermination, du travail. Et ça marche. Et voilà, je l'ai eu à la deuxième tentative. Et voilà, donc ça, c'était un échec que j'ai eu, que j'ai surmonté. Mais voilà, et en réalité, il y a eu plein de micro-échecs dans Oui, ma qui jeune jalonnent le parcours carrière. de tout un chacun, c'est Voilà, sûr. des concours d'éloquence que j'ai fait à la fac que j'ai ratés, ou ce genre de choses, des masters que j'ai pas eu. Mais bon, c'est pas grave. Et quand c'est comme ça, de toute façon, l'échec est très formateur. Bien sûr, L'échec est très formateur. bien sûr. On Et apprend plus de ses échecs que de ses absolument. réussites. Et donc, voilà, tu te remets en question, tu travailles Tu avec de persévères, l'humilité, de la persévérance et de la détermination, et tu réussis la prochaine fois. Il c'est n'y a pas de clair. secret. Non, mais c'est important aussi parce que c'est vrai que le CRFPA, c'est un peu l'examen, on en parlait, mais justement, mais quand on le rate, c'est une vraie claque. Quand on a travaillé très Ouais. sérieusement pour moi aussi, je l'ai passé, une fois et je l'ai raté, je l'ai passé qu'une seule fois, je l'ai raté une fois, enfin voilà. Mais c'est toujours une claque, surtout quand on se donne les moyens et qu'on travaille et qu'on est assez, sûr de ce qu'on propose et des compétences qu'on a, voilà, ça fait mal et on se remet en question, c'est difficile. Mais on peut être extrêmement brillant et fait pour le métier d'avocat et le rater la première fois, le rater la deuxième fois. Enfin, ça arrive et c'est possible et voilà, il faut pas lâcher, c'est bateau, mais il faut pas lâcher et voilà, il y a toujours une façon d'arriver à ses fins. C'est vrai. Et par exemple, on a des amis qui sont très forts, qui sont très doués,
et qui n'ont pas réussi le CRFPA aux Oui. 2 premières tentatives et là qui sont à la 3e tentative, Oui. qui ont réussi les écrits. Et bon, je pense qu'ils vont avoir les oraux. Mais, et c'est ce que je leur disais. Je leur disais: «Ouais, mais d'une certaine manière, l'échec au CRFPA, est formateur». C'est sûr, c'est sûr. Et le fait de réussir à la 3e tentative, ça montre à quel point tu savoures encore plus la victoire et Exactement, tu la mérites encore plus. c'est Et clair. la victoire n'est que plus belle à la fin de tous ces efforts, de tous ces échecs, de toutes ces remises en question, C'est sûr. Est-ce de que tu as toutes pas ces nuits plus de passées à travailler. c'est ça. Est-ce que tu as pas plus de mérite finalement, quand tu as vraiment persévéré 3 ans ou d'affilée ou en tout cas 3 tentatives, que si tu l'as eu du 1er coup? Ce qui est excellent bien sûr, hein, ça n'en retire pas, l'excellence, de la réussite, mais voilà, on peut c'est gratifiant, mais à un point qui est différent. Enfin, c'est voilà, c'est quelque chose de très, on peut être fier de soi-même, mais beaucoup plus que si c'était «facile» entre guillemets. Donc ouais, clairement. Alors on passe à notre finisher, on arrive à la fin de la séance. D'abord une question, donc c'est des réponses rapides, questions rapides, réponses rapides, puisqu'on est vers la fin. Quels sont tes objectifs ou ta vision du futur là dans les 5 ans qui viennent? Continuer à avoir des beaux dossiers, Oui. trouver, de beaux clients, de beaux dossiers, continuer à apprendre, continuer à plaider, voilà. Continuer à m'épanouir dans ce que je fais, continuer à être heureux. Voilà, tout simple. Magnifique, parfait. OK, est-ce que tu peux maintenant nous partager une phrase, une citation inspirante, qui t'anime? Il y a une phrase de René Char que j'aime beaucoup, qui a écrit, dans Les Matinaux, la phrase suivante qui est très inspirante: «Impose ta chance, serre ton Serre ton bonheur bonheur, et va vers ton risque. À te regarder, ils ils s'habitueront». s'habitueront. Et je trouve ça magnifique et tu la connais aussi. Elle est Heu, magnifique. ouais, Ma ouais. mère me l'a dit aussi, elle est superbe. Non, non, non et je trouve beaucoup la rebâche, mais je trouve que c'est une très belle citation. Entièrement d'accord. Et dernière petite question, si tu pouvais dire une chose au toi d'il y a quelques années, Antoine de 14, 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est une question compliquée. Change de coupe de cheveux. La coupe au bol, non, c'est fini, non, c'est pas bien. C'est C'est ce la que je première dirais. fois que quelqu'un me donne une réponse, humoristique sur cette question. Je savais que ça allait être toi. Non, mais bah, non, bah, crois, travaille dur, essaye de viser haut, aie des rêves, essaye de les poursuivre et voilà. Magnifique. Très Quelque simple, chose de mais très très simple, direct. mais voilà. Faut pas s'auto-censurer. Ne t'auto-censure pas. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est un bon conseil. Ne t'auto-censure pas. Et au mois d'il y a, au mois de quand j'avais 20 ans, je dirais, fais du tourisme judiciaire, Mmh. va dans les tribunaux, Ouais, dans les tribunaux correctionnels, les cours d'assises et regarde tous ces grands avocats, plaider, des gros dossiers et j'invite aussi tous les, auditeurs qui auront le courage de m'écouter pendant ces 40 minutes interminables à aller au tribunal pour voir comment la justice se rend. Surtout dans le contexte actuel de, perte de confiance dans l'institution judiciaire, de clairement. populisme judiciaire. Je pense que c'est très important d'aller voir comment la justice est rendue, parce qu'elle est rendue au nom du peuple français. Et si nos auditeurs sont à Paris, qui veulent, y assister, ils peuvent aller sur le calendrier de l'association de la presse judiciaire et ils voient tout, le calendrier, le lieu des procès, médiatisés, Mmh. qui sont assez intéressants Oui. et je les invite à y aller. Voilà, la justice est publique et c'est intéressant d'y aller, pour voir comment ça se déroule. Voilà. Parfait, mais c'est parfait. Merci pour ce conseil très précieux. C'est un très bon mot de la fin. Magnifique, on va faire ça. Merci, beaucoup d'être venu Antoine. Merci encore d'avoir écouté tous mes baragouinages. Non, non, au contraire, c'était loin d'être des baragouinages et je pense que les auditeurs sont d'accord avec moi. Donc merci d'être venu, merci de nous avoir partagé, voilà, tes pensées, ton expérience, ton ressenti et tout ça. Et je disais à Antoine au début du podcast, peut-être que dans 15 ans, on refera un épisode pour voir ce qui a changé, dans les réponses, dans tout en fait. Ça sera très intéressant, je pense. Peut-être que c'est moi qui t'interviewerai et on pourra Peut-être. peut-être changer le Excellente ouais. idée, puisque toi aussi tu fais des interviews. Pour le coup, on Oui, mais peut, sur ta chaîne. Je pourrais faire une interview, dans laquelle ce sera moi l'intervieweur et toi l'interviewé, mais écoute, pour renverser la tendance. écoute, avec plaisir. J'aurais moins de choses intéressantes à raconter, mais Pas pourquoi sûr. pas? À voir. Si j'interviewe, Sarkozy, peut-être, Ah, entre-temps. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup et merci à est-ce que tu veux dire un dernier mot? merci de nous avoir écoutés. Bah, voilà, merci de nous avoir écoutés. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. Je mets des sous-titres en français et en anglais comme d'habitude, et je vous dis à bientôt pour, le prochain épisode. Ciao! Au revoir.